Bon, bonjour, voilà, moi je suis une rescapée du cyclone Irma que j'ai vécu sur Saint-Martin, côté français, à Bénétlé. Donc je veux surtout témoigner de l'après-cyclone, c'est ce qui m'a traumatisé le plus. Bien sûr, le cyclone, c'était très dur, mais bon, moi j'ai pu mourir, j'ai été sauvée, il restait rien de mon appart, donc c'est le principal, j'ai la vie. Maintenant voilà, alors l'après-cyclone, côté français, à Bénétlé, je vais témoigner de ce que moi j'ai vécu. Alors, à Bénétlé, une fois le cyclone passé, dès qu'on a pu sortir, aller voir qu'est-ce qui restait, si nos amis étaient en vie, on a constaté immédiatement des pillages, des gens qui partaient avec des valises de touristes, des gens qui payaient Cadisco. On a vu qu'il ne restait plus rien, on a vu que même l'abri qui était le Mercure était détruit et en feu. L'aéroport semblait en feu aussi. Donc, bref, une fois qu'on s'est renseigné, qu'on a vu ce qui restait, si nos amis étaient sains et saufs, on a essayé de trouver un logement pour pouvoir passer la nuit. Là, la majorité des logements étaient détruits. Donc, je remercie Tania qui nous a fourni un logement pour passer la première nuit avec Marie-Josée, qui est une personne de 76 ans que j'ai sortie des décombres de mon appartement. Oui, je croyais qu'il était sûr, n'est-ce pas? Et donc, on a enfin trouvé un appartement. Sachez que dans la nuit, José avait mis la chaîne, cet appartement a subi une effraction, des gens ont voulu rentrer. Je ne sais pas, je ne peux pas dire s'ils voulaient juste se mettre à l'abri ou nous cambrioler, j'en sais rien. Bref, on a eu très peur, on n'a pas dormi la nuit. Au réveil, quand le jour s'est levé, on est sorti. Et donc là, il a fallu s'organiser, trouver des bouteilles d'eau, parce qu'on avait soif, bien sûr. Des gens ont tout autour dans les autres appartements se sont organisés, ont essayé de distribuer la nourriture qu'ils avaient. Bon, moi, j'avoue que j'ai pas pu manger pendant 2 jours parce que sachez que si vous avez envie d'aller à la selle, vous voulez faire vos besoins, eh ben vous pouvez pas parce que moi j'ai essayé dans les décombres, etc., dans la nature, c'est pas possible. Il y a des gens partout qui fouillent, qui cherchent les décombres, qui cherchent à récupérer des choses. On n'est pas des animaux, donc c'était très compliqué. Voilà, donc j'essaye de manger le moins possible, surtout de boire. Ben oui, on n'a pas eu d'eau, on n'a pas vu de secours, donc même après, le lendemain, les secours n'étaient pas là. Donc j'ai vu un camion de militaires, enfin un camion de gens habillés en bleu, peut-être la maréchaussée, je ne sais pas, qui m'ont demandé est-ce qu'il y avait encore des gens dans les décombres. Donc je leur ai dit qu'il fallait fouiller les appartements, car nous, on s'était sortis nous-mêmes des décombres les uns les autres, et qu'on ne savait pas s'il y avait encore des gens dans les appartements. Donc ils sont venus avec moi, ils ont fouillé les appartements du rez-de-chaussée, ceux où on ne savait pas s'il y avait encore des gens. Vu l'ampleur des dégâts, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au bout d'une demi-heure, ils étaient plus là, ils étaient repartis. Donc des gens ont parlé avec eux pour essayer de savoir s'ils allaient nous aider, s'ils pouvaient nous évacuer, nous mettre en sécurité. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas, que la seule chose qu'ils allaient faire en priorité, c'était sortir les gens des décombres. Voyant que c'était très difficile, qu'il n'y en avait plus, je ne sais pas. Ils sont repartis, ils ne sont jamais revenus. Donc là, il fallait prendre une décision. Donc moi, je ne savais pas si je devais rester ici, où j'avais plus ou moins un abri, mais cet appartement n'était pas à moi, il fallait le rendre. Il y avait d'autres gens qui n'avaient pas d'appartement, qui voulaient aussi se mettre à l'abri. Donc bref, j'ai vu que les gens commençaient à s'énerver, qu'ils commençaient à devenir un petit peu agressifs. J'ai vu des pillages, d'autres pillages. Donc là, je me suis dit, ça commence à être dangereux. Est-ce que je dois partir d'ici, où les secours vont peut-être arriver puisqu'on est du côté français, ou est-ce que je vais du côté hollandais? Car je me suis rappelé qu'une personne m'avait dit, Valérie, quand tu auras tout perdu après le cyclone, je serai là pour t'aider. Cette personne, c'est monsieur Bernard Grosjean, que je remercie du fond du corps, c'est une personne vraiment extraordinaire. Donc je l'ai appelé, parce que miraculeusement, j'ai retrouvé mon téléphone dans les décombres, après plus d'une heure de recherche. Il marchait par moment, il marchait par moment. J'ai réussi au bout de, je ne sais pas combien de tentatives, bref, j'ai appelé cette personne qui a envoyé un ami à lui en jeep, car bien sûr l'eau était tellement montée haut qu'on ne pouvait pas passer, les routes étaient infranchissables. Avec une jeep, il a pu me récupérer moi et Marie-Josée Truquet-Fournier, qui est une personne de 76 ans quand même, qui avait des problèmes de cœur, que j'ai protégé et que j'ai pu aider. Donc, il nous a récupérés, il nous a amenés du côté hollandais, à Jordan Village, c'est à Kopkooi, parce que c'est à côté de l'université américaine. Et là, les bâtiments donc, qui étaient les appartements des Américains étaient toujours intacts. Donc, Bernard nous a prêté un appartement, on a enlevé l'eau et on a pu dormir là. Il nous a donné à manger. Cet homme-là a recueilli au moins 8 personnes.
Nous étions, donc, il y avait Christopher, il y avait Marc le coiffeur, il y avait Sarah et son mari Jean-Pierre, j'avais Georges, il y avait Atto, il y avait moi et José. Donc, il nous a donné à manger, il nous a protégés lorsqu'il y avait des voyous. Il nous a aussi donné un toit, voilà. Donc ensuite, on s'est rapproché de l'université américaine parce que eux, on savait qu'ils avaient l'électricité et l'eau pour pouvoir recharger nos téléphones, puisqu'on ne pouvait pas recharger les téléphones. Et à partir de là, on a pu aussi capter leur connexion. Donc j'ai pu envoyer des messages par Facebook pour demander aux gens de nous aider. Donc là, on a reçu des informations très contradictoires. Mais comment? Les secours sont là, on les a vus à la télé, tout est arrivé sur place, les gendarmes, les pompiers, les secours, la Croix-Rouge. Bon, nous, on n'a vu rien du tout, on n'a vu personne. Alors, l'université, par contre, américaine, je les remercie, je les félicite, ils étaient super bien organisés. Donc, tous les étudiants ont quitté leur logement, se sont réfugiés à l'université de médecine américaine, où il y avait des vivres, des repas chauds organisés, des meetings pour informer aux gens qu'est-ce qui se passait. Et donc, tous les étudiants étaient là, à l'abri, en sécurité, et ils ont été évacués très rapidement dans les 2 jours qu'on suivit la catastrophe. Le 3e jour, il y avait pratiquement plus d'Américains dedans, à part des gens d'autres nationalités, Canadiens ou autres. Donc, les gens très gentils en partant, les Américains nous ont donné ce qu'ils avaient, c'est-à-dire des bars, des gâteaux, des rations, de la nourriture. Ils nous ont donné des coussins et des matelas pour qu'on puisse dormir par terre si l'université nous acceptait. Bon, moi, j'ai dû faire un forcing pour y rentrer. J'ai invoqué la maladie de cœur de Marie-Josée qui a 76 ans. Au bout d'1 heure, avec un sitting, ils nous ont hébergés, ils nous ont acceptés. Donc on a pu enfin passer une nuit là-bas, et on a pu aller se débarbouiller avec un robinet d'eau. On a pu aussi aller aux toilettes, ce qui était vraiment pour moi très important. Et donc voilà, du côté hollandais, il y avait des gendarmes en effet, il y a eu le couvre-feu instauré rapidement. Donc nous autres Français qui voulions essayer de s'enfuir de Saint-Martin, tout le monde nous a envoyé des informations comme quoi on devait aller à Grand-Case, à l'aéroport de Grand-Case, qu'il y avait des gens qui étaient évacués. On m'a même dit, est-ce que tu ne veux pas partir? Il y a des fonctionnaires qui sont partis, enfin des profs. Donc oui, en effet, les profs pouvaient... Moi, j'ai appelé le numéro vert qu'on m'a enfin fourni. Ce numéro vert, on m'a dit, si vous n'êtes pas malade, si vous n'êtes pas blessé, on ne peut pas vous rapatrier. Vous devez attendre. Par contre aussi, il faut savoir qu'on ne pourra pas passer vous chercher si vous êtes du côté hollandais. Il y a un couvre-feu, on ne peut pas venir vous chercher. Débrouillez-vous pour aller à la caserne de la Savane du côté français. Caserne des pompiers de la Savane du côté français. On a essayé, on a trouvé une voiture. J'ai demandé à des voyous qui siphonnaient une voiture de me donner de l'essence. On a essayé de passer, on ne nous a pas laissé passer, donc on est revenu. On est passé devant l'aéroport de Juliana. Là, il faut savoir qu'il y avait 2 côtés, 2 fils. Un côté, c'était marqué États-Unis, un côté, c'était marqué Hollande. Par contre, il n'y avait rien pour les Français ou les Européens. Donc, nous, on n'a pas essayé de faire la queue. Les gens étaient là toute la journée en plein soleil, la Croix-Rouge leur distribuait des bouteilles d'eau. Par contre, je suis allée demander, que ce soit aux militaires hollandais ou à la Croix-Rouge qui venaient des pays latinos, Saint-Domingue ou Porto Rico, je ne sais pas, ils m'ont tous répondu la même chose. On ne sait pas qui est-ce qui va pouvoir être évacué, quelle nationalité, si vous allez être évacué ou pas. On ne sait pas si c'est juste pour apporter des vivres. En effet, il y a des avions militaires qui arrivent, mais on n'a aucune consigne. Donc là, on est reparti, puisqu'on voulait quand même avoir un toit sur la tête. On est reparti voir Monsieur Grosjean, qui nous a laissé encore revenir dormir chez lui. Il a essayé de faire venir des policiers pour nous protéger, car sachez qu'on nous a volé des matelas en espace de 2 secondes. Il y a eu des tirs de feu, des coups de feu tirés dans l'immeuble à côté de où j'étais hébergée, puisqu'ils voulaient voler les voitures. Mais bref, il y a des voyous qui sont passés, qui nous ont repérés. Monsieur Grosjean craignait pour ma sécurité, pour ma vie. J'ai eu beaucoup de chance d'être vraiment sécurisée et protégée. Donc bref, il fallait prendre une décision. Donc, j'ai eu une information par quelqu'un qui était dans la queue, qui a réussi à nous joindre et à nous dire il y a un avion militaire français qui s'est posé à Juliana et il a embarqué 10 personnes qui étaient des Français qui étaient dans la queue. Donc voilà, là j'ai pensé que j'avais raté la seule opportunité que j'avais eue de pouvoir m'enfuir de cet enfer de Saint-Martin. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je prenne une décision, que je pense à moi, que j'arrête d'aider tout le monde, car j'essayais d'aider tout le monde parce que j'avais un téléphone, parce que j'avais
une connexion Orange parce que je pouvais communiquer par Facebook de par l'université. Donc là, j'ai pris la décision. Avec Marc le coiffeur, nous avons pris nos affaires et le peu que nous avions et notre passeport. Et on est allé à Juliana. On n'a pas attendu trop longtemps. On était au soleil, on avait de l'eau. Et on a enfin pu nous dire, les passeports français, vous avancez. On nous a fait rentrer sur le tarmac. On ne savait pas où on allait. On était content de partir. Que ce soit n'importe où, on aurait été expédié à Bonaire ou à Moulins. Voilà, je voulais terminer mon témoignage en parlant de tous ces gens formidables tout autour, dans les îles voisines, partout dans le monde, parce que j'ai eu des amis de Bonaire, d'Italie, de partout, qui ont essayé de m'aider, de France, de Saint-Barth, je remercie tout le monde, hein, et bien qui ont voulu envoyer des bateaux. Oui, on a su qu'il y avait des bateaux, 30 catamarans qui partaient. Par contre, il faut savoir que ces bateaux, on les a pas laissés accoster. Donc il y a eu un arrêté qui a été apparemment diffusé, donc qui disait que les bateaux ne les laisseraient pas accoster, que s'ils accostaient, c'est interdit. Donc on saisirait le bateau et on leur donnerait une amende. Je sais de sources sûres, parce que j'étais à l'université américaine, que les Américains qui sont partis en bus pour être évacués en bateau sur Saint-Kitts-et-Nevis avec leurs animaux, les bateaux ont été empêchés d'accoster du côté hollandais. Ils ont dû repartir et les Américains sont rentrés en bus, bredouille, avec leurs animaux, et ils nous ont expliqué ça, donc je le sais de sources sûres. Peut-être l'arrêté a été enlevé après, je pense, on m'a dit qu'il a été enlevé, des deux côtés, j'en sais rien. Bref, par contre, faut savoir que, de toute façon, on nous dit qu'il y a des bateaux qui arrivent, même s'il y avait des bateaux, et s'il y a des bateaux qui sont arrivés, comme l'Express des îles, etc., du côté de Marigot, quand on est à pied et quand on est bloqué par un couvre-feu du côté hollandais, on ne sait pas comment faire pour aller du côté français. À pied, sous la chaleur, sous la pluie, avec tous les pillages, les parties dangereuses qu'on doit traverser, c'est impossible. Donc, moi, j'ai essayé de trouver une voiture. Je sais voir des voyous qui siphonnaient des voitures. C'était dangereux pour moi, mais j'ai eu le courage de le faire. Donc, j'y suis allée. Ils m'ont donné de l'essence. On a pu mettre dans la voiture de marque un peu d'essence. Et grâce à ça, on a pu aller jusqu'à Juliana. Maintenant, il faut savoir que c'était très compliqué d'avoir de vraies informations et très compliqué de se déplacer tout en restant en sécurité. Donc, on a vécu dans l'insécurité permanente. C'était très dur. Et si on n'avait pas trouvé des gens comme Bernard Grosjean pour nous aider et pour nous sécuriser et pour trouver de la sécurité, peut-être qu'aujourd'hui, moi, je ne serais plus là pour témoigner. Bon, alors maintenant, ce que je veux dire, c'est que il faut continuer à aider les gens qui sont encore dans la galère, car il y en a encore, et que il faut être positif et ne pas raconter n'importe quoi. Il faut raconter les témoignages qu'on a vécu nous-mêmes et dont on est sûr, parce que sinon, on ne saura jamais la vérité. Donc moi, je ne peux pas vous dire si c'est vrai que la prison, elle a été effondrée et les prisonniers se sont échappés. Je ne sais pas. J'ai vécu des coups de feu, j'ai vécu des pillages, j'ai vécu des situations dangereuses pour ma vie, pour ma santé, physiquement. Mais après le reste, on ne sait pas. Donc c'est important que les témoignages que je vais recueillir pour faire un reportage et pour mon livre, puisque j'ai rendez-vous avec une journaliste le 20 à Paris, ce soit des choses qui soient sûres, qui ont été vécues par la personne et qu'on ait des preuves, quoi, voilà. Donc maintenant, encore une fois, merci cette force de la nature qui m'a protégée. Merci à tous mes amis de partout dans le monde qui ont pensé à moi et qui ont fait ce qu'ils pouvaient, même de Porto Rico, pour nous aider. Alors les gens m'ont même proposé de l'argent, certaines personnes m'en ont donné. Et donc je suis vraiment très chanceuse et je les remercie. Voilà.